Épisode Focus. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode que l'on réalise avec monsieur Antoine Cateloin de la Médicale. Bonjour Antoine. Bonjour Maxime. On a déjà réalisé un premier épisode que je vous invite à écouter sur les assurances, RCP, prévoyance. On enchaîne sur un deuxième épisode qui va traiter de la fiscalité, de l'administratif. Je reviens un petit peu sur la genèse de ces épisodes. Ça part des réseaux sociaux avec une demande de quel thème les auditeurs voulaient aborder dans le podcast. Et ce thème de l'administratif, de la fiscalité, des assurances, etc. est beaucoup revenu. Aujourd'hui, on se penche du coup sur la fiscalité, l'administratif. On va commencer par la fiscalité, quelque chose que je pense, il n'y a pas plus opaque dans nos études. Donc pour répondre à ces problématiques, Antoine Cateloin, merci beaucoup d'être là. On va, comme pour le premier épisode, étaler la carrière d'un étudiant en médecine pour évoquer en premier lieu cette fiscalité, pour savoir qu'est-ce qu'il en est, est-ce que la fiscalité existe sur l'ensemble de nos étapes d'étudiants et de médecins ou pas. Et puis après on enchaînera sur la problématique administrative. Je pense que même les deux vont sans doute se croiser puisque ce sont des thèmes qui coexistent. Alors on commence avec notre externe. Est-ce qu'il y a une fiscalité à gérer? Et même pour débuter, est-ce que tu peux nous dire avec de grandes lignes, parce que je pense qu'on part de très loin tous, qu'est-ce que la fiscalité au final? Alors, déjà, c'est pas un gros mot. D'accord. Non, mais c'est important parce que en France, on n'aime pas payer des impôts, on n'aime pas la fiscalité, on n'aime pas tout ça. Néanmoins, on aime quand même bien le système dans lequel on vit, qui est un système par répartition qui est basé sur la solidarité nationale et c'est quand même important de le savoir. Après, la problématique du mot fiscalité, c'est qu'en fait, il englobe beaucoup de choses qui sont potentiellement très différentes. En premier lieu, ça a trait aux impôts qu'on va payer. En deuxième lieu, quand on parle de régime fiscal, ça c'est un choix qu'il faut faire quand on débute une carrière en libéral, etc. Et c'est pas que les impôts, c'est encore beaucoup d'autres choses. Donc c'est non seulement déjà c'est pas un gros mot, et c'est aussi un terme un petit peu fourre-tout. Donc on va essayer de rendre ça un petit peu plus clair, même si c'est une mission assez ambitieuse, et j'espère que ça sera assez clair à la fin de l'épisode. Déjà, on peut expliquer que vous, en tant qu'assureur, finalement, on pourrait penser que c'est un comptable qui gère ça, mais vous, c'est une problématique centrale dans votre quotidien. Alors, ça reste une problématique centrale d'un comptable. Encore une fois, je rends à César ce qui est à César. Nous, quand on accompagne des jeunes praticiens dans une installation libérale, on essaie de mettre en place une action tripartite entre un comptable, le prat et nous, parfois un avocat fiscaliste aussi, mais ça c'est vraiment dans des situations très très particulières, une banque, etc. En revanche, on est en capacité d'orienter nos clients vers le choix d'un régime fiscal en leur donnant des premières informations. Celui qui valide avec eux dernièrement, ça reste encore une fois le comptable, qui a fait de longues études pour ça, et c'est encore une fois très important de le repréciser. Néanmoins, aujourd'hui, moi, quand j'ai un interne qui vient me voir en disant « je voudrais faire quelques remplats », j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle le RSPM, je ne sais pas ce que c'est, du micro-BNC, je ne comprends rien, de la déclaration contrôlée. Voilà, moi là, je suis en capacité de lui apporter des réponses sur ces sujets-là. Et quand je dis « moi, je suis », ce n'est pas moi, Antoine Cateloin, mais c'est moi et mes associés ici à Bordeaux, c'est moi et mes collègues des 45 agences réparties dans toute la France et les Outre-mer. Voilà, c'est notre métier que de faire de l'accompagnement. Oui, et puis il y a voilà. une petite connotation de conseil assez libre de vous solliciter pour vous demander conseil, alors je ne vais pas mettre les comptables à dos, c'est un peu plus obscur de rentrer chez un expert comptable ou un comptable tout court. Moi, en tout cas, de mon point de vue, je sais que je peux aller chez un assureur qui va probablement me raconter un peu les tenants, les aboutissants d'un problème, plus que d'aller toquer auprès d'un comptable. Ça n'engage que moi, c'est ma sensation personnelle. Alors, là aussi, je suis entièrement d'accord avec toi. Aussi bien qu'il y a des assureurs qui sont spécialisés dans les médecins,
avec des contrats adaptés. Il y a des comptables qui sont spécialisés dans les professions de santé. Voilà. Nous, ici à Bordeaux, on travaille avec un cabinet qui ne fait que ça, qui s'appelle le cabinet Labo Trimoulet. Je suis chirurgiculaire, je vais les voir, je dis voilà, je vais m'installer dans telle clinique, est-ce que vous pouvez me faire un prévisionnel? Je sais que le prévisionnel, ils vont me le faire, parce que des chirurgiculaires en clinique à Bordeaux, ils en ont 10, ils en ont 15, voilà. Donc, ils parlent de ce qu'ils connaissent. Il y a des comptables qui ne font qu'un certain type de profession. Je vais les voir parce que je suis chir, ils savent pas comment ça fonctionne. J'ai rien contre eux. Encore une fois, c'est juste que il faut savoir parler à quelqu'un qui parle le même langage. Et encore une fois, mes associés et moi, dans toute la France, on parle le même langage que quelqu'un qui s'installe. Les comptables avec qui on travaille, c'est pareil. On s'adresse à des partenaires bancaires qui savent ce que c'est qu'un libéral ou qui savent ce que c'est qu'un PH. Voilà, parce que pareil, il y a aussi des banques qui ont des sensibilités plus ou moins fortes sur certains domaines de l'économie et c'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est important de savoir parler le même langage que ses clients et de savoir les conseiller et les accompagner. Ça, c'est vraiment la base de notre métier. Maintenant, pour en revenir à la question initiale qui était de dire je suis externe, qu'est-ce que c'est que ma fiscalité? En fait, la fiscalité, déjà, ça dépend de ton revenu. C'est simple, c'est un peu bateau, mais si je gagne pas, je paye pas d'impôt. Donc adieu les externes avec leurs 200 ou 300 euros, je sais pas, ça a dû évoluer, mais je pense qu'on est... Sachant que l'intérêt quand tu es externe et que tu gagnes 200-300 euros, c'est de rester sur le foyer fiscal de tes parents. Qu'est-ce que ça veut dire? L'État, quand il décide, tiens Maxime Garcia, tu vas payer tant d'impôts, il regarde ce que tu gagnes et il regarde la structure de ton foyer fiscal. Si tu es marié avec 2 enfants, tu vas avoir ce qu'on appelle un nombre de parts, d'accord, de parts fiscales, qui sont en fait le dénominateur utilisé pour diviser tes revenus. Je vais schématiser très vite, mais c'est juste, je gagne 10 000 euros, si j'ai 3 parts fiscales, mon revenu fiscal de référence, c'est 3 333 euros. Voilà, d'accord. Si je gagne 10 000 euros et que je suis tout seul, mon revenu de référence, c'est 10 000 euros. Voilà. Quand on est externe, si tout va bien, on a des parents qui déclarent des impôts et qui, quand ils gardent leur enfant rattaché à leur foyer fiscal, ont une demi-part fiscale en plus ou une en fonction du nombre des enfants. Donc la division est plus forte. Exactement. Et donc le revenu... Donc quand on gagne que 200-300 euros, c'est plus intéressant de rester sur le foyer fiscal de ses parents. Et surtout, les parents vont dire non, mon petit chéri, tu vas pas de ton côté à payer 0 euros d'impôt parce que tu gagnes pas trop. Parce que moi, si tu pars, c'est-à-dire que je vais perdre une part fiscale, donc mon coefficient de division il est plus faible, donc je vais payer plus d'impôts. Donc ça, je n'ai jamais rencontré d'externe qui fasse sa propre déclaration d'impôt. Ça peut exister, encore une fois. Je n'ai pas la prétention d'avoir rencontré tous les externes de France. Néanmoins, je sais que je ne m'aventure pas trop en disant ça. Quand on est interne, c'est autre chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que ici, nous, à Bordeaux, on fait tous les ans une soirée sur la fiscalité de l'interne, justement conjointement avec le cabinet Labo Trimoulet qui nous aide. Et en fait, on vient expliquer aux internes, déjà, à quoi servent les impôts, comment c'est calculé, qu'est-ce que j'ai le droit de déduire de mes impôts, de mon revenu, mes frais de déplacement parce que j'ai fait un semestre à Dax alors que j'habite Bordeaux, mes frais de matos, de blouse, de machin, mon adhésion au syndicat représentatif de mon internat, etc. Voilà. Plein de petits conseils pour baisser ces impôts. Mais en gros, quand on devient interne, comme on commence à gagner sa vie de manière assez intéressante, potentiellement, on a souvent intérêt à sortir du foyer fiscal de ses parents parce qu'en fait, comme on ramène plus d'argent, même si on a une part en plus, souvent ça fait que nos parents payent plus d'impôts. Donc là, c'est toujours un calcul de est-ce que je fais passer un seuil à mes parents ou pas. Donc là, les parents, ils sont contents, ils se disent bon, t'es gentil, ça fait 26 ans que t'es là, maintenant, hop, tu t'en vas et tu te débrouilles. Et le fait de se débrouiller, ça fait souvent peur parce que on se dit merde, comment ça se passe et tout. Et en gros, la fiscalité, c'est l'État prend ce que vous gagnez, vous pouvez retirer certaines choses, etc. Vous avez un abattement et après, ils vont vous dire voilà, vous devez payer tant d'impôts. Et ça y est, on est parti dans la grande vie des impôts jusqu'à notre mort parce que grosso modo, on est dans des même si on râle et qu'on se met en boule, on doit payer. Oui, ça peut marcher d'essayer de faire comme dans la BD Astérix et les Corses où je me souviens de ce petit garçon qui se met tout le temps en boule et qui hurle et qui fait des caprices. Je pense qu'avec l'État et le fisc, ça, je suis pas certain. On peut essayer, mais je suis pas certain que ça fonctionne. Ok. Donc ça, c'était l'externe. On a parlé un peu de l'interne. Plus de revenus, plus d'impôts. Et après,
comme je disais, c'est parti. Des impôts, on en paiera toute sa vie. Parce que c'est des carrières dans lesquelles il y a des rentrées d'argent qui font que vous êtes éligible à l'impôt sur le revenu et donc vous allez payer de l'impôt toute votre vie. Ok. Avec de bonnes déclarations qui nous, quoique sont simplifiées, avec la déclaration en ligne, ça roule un peu plus. Voilà. Pour payer moins d'impôts, alors je veux pas choquer les plus partisans de l'impôt sur le revenu, mais parfois il fait du bien de se faire quelques économies. Comment est-ce qu'on peut faire réduire notre fiscalité avec l'ensemble de notre vie en tant que médecin? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cet impôt? Alors, là aussi, il faut vraiment distinguer un médecin qui exerce à l'hôpital d'un médecin qui exerce en libéral, parce que c'est deux philosophies un tout petit peu différentes pour diminuer son impôt. Quand on est à l'hôpital, pour faire baisser son impôt, il existe en France ce qu'on appelle des niches fiscales, des choses qui sont votées par les différents gouvernements qui permettent de réduire ses impôts. Je fais un don de 500 € au Resto du Cœur, je fais un don de 1 000 €, je déduis 666 € de mes impôts. Ça veut dire que j'ai lâché mes 1 000 €. Mais en fait, ça me coûte réellement que 333 € parce que si je n'avais pas donné ces 1 000 € au Resto du Cœur, j'aurais de toute façon donné 666 € aux impôts. Voilà. Ok. Et ça, pour l'État, c'est un peu la carotte pour faire donner à des associations, c'est ça? Ben oui, parce qu'en fait, sans ça, les associations ne vivent pas. C'est un manque à gagner pour l'État, mais il est prêt à le faire pour faire vivre des associations. D'accord. Donc ça, c'est une niche fiscale. Il y en a plein d'autres. Il y a des niches fiscales dans l'immobilier, par exemple. Il y a des lois de finances immobilières, il y en a plein. La plus connue aujourd'hui, c'est la loi Pinel. C'est que j'achète un bien immobilier que je loue à un loyer modéré, mais en contrepartie, je peux déduire de mes impôts une certaine somme tous les ans pendant les 6 premières années ou les 9 premières années. Okay. Et voilà, je fais des économies d'impôts. Il y a, on en a parlé à la fin du premier épisode, il y a les plans d'épargne retraite. Le fait de, même si je suis hospitalier, que je cotise à la retraite de la fonction publique, si j'ai envie de me préparer une retraite complémentaire qui s'appelle le plan d'épargne retraite, si je verse de l'argent sur ce plan-là, je peux le déduire de mes impôts. Ok. Voilà. En fait, quand tu dis déduire des impôts, c'est si par exemple j'ai 1 000 € de revenus par mois, eh bien le fait que sur ces 1 000 € j'en verse 300 à une sorte de niche, mon revenu retenu sera 700. Alors, le principe des niches fiscales, il y a deux façons de l'aborder. Alors, tu me pousses dans mes retranchements pour rentrer dans le détail, c'est très bien, mais la première façon, c'est soit je baisse mon enveloppe imposable, d'accord, je baisse pas et donc indirectement l'impôt que je vais payer tous les mois, mais l'intérêt se fait sur mon enveloppe globale. Ça, c'est la première façon il y a certaines niches fiscales qui amènent à ça. Il y en a d'autres qui font de la baisse d'impôt directe. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 1 000 €, je vais payer 800 € d'impôt tous les mois. Ok. C'est deux façons différentes. Et certaines niches fiscales font quelque chose qu'on enlève de son enveloppe globale. D'autres, c'est on enlève directement de l'impôt. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut parler du statut libéral pour réduire son impôt, parce que je pense que ça va représenter un maximum de gens. Ça représente effectivement, en tout cas, une grosse partie de notre clientèle. Alors après, on sait qu'il y a de grands experts de la fiscalité pour réduire au centime près l'imposition, mais les grandes cases un peu immanquables, entre guillemets, d'un libéral pour... Alors, on va revenir un petit peu à la genèse du choix du régime fiscal quand on exerce, parce que ça a un impact quand même là-dessus. Ouais. Mais donc, on va prendre un petit peu de hauteur et on va essayer d'affiner un tout petit peu vers la réponse à cette question qui est très précise. La différence entre quelqu'un qui exerce en tant que salarié et quelqu'un qui exerce en tant que libéral, elle est évidemment extrêmement importante. Néanmoins, on a l'impression que quand on est salarié, on n'a pas de charge sociale, d'URSSAF, etc., parce qu'on n'en parle jamais. Mais en fait, si je schématise, encore une fois, je simplifie, quand je suis salarié, je paye des charges d'URSSAF, je paye des charges de retraite. C'est en gros la différence entre mon salaire brut et mon salaire net. C'est l'État qui prend sa part et qui la garde pour financer la caisse d'allocation familiale, pour financer la sécurité sociale, pour financer les indemnisations chômage, pour financer plein de trucs. D'accord ? C'est la différence entre le brut et le net. Quand on est libéral, on n'a pas de salaire brut, pas de salaire net. On encaisse un chiffre d'affaires, d'accord ? Qui est en gros la somme de toutes mes consultations,
toutes mes interventions, etc., toutes les rétrocessions cliniques, bon, bref. De ce montant-là, je vais enlever les charges que je paye pour mon exercice professionnel, parce que ce n'est pas du revenu. Quand je paye ma secrétaire, ce n'est pas de l'argent qui est pour moi, c'est de l'argent que je donne à ma secrétaire, d'accord, qui est issu des consultations que j'ai faites, mais je lui verse donc ça, je le déduis. Et en fait, le principe, c'est de dire, j'ai un chiffre d'affaires, j'enlève mes charges, et il me reste ce qu'on appelle mon bénéfice, mon BNC, bénéfice non commercial, parce que le bénéfice commercial, c'est quand j'achète du tissu, j'en fais une veste et je vends la veste. Là, j'ai fait un bénéfice commercial. Bénéfice non commercial, c'est voilà, chiffre d'affaires honoraire, j'enlève toutes mes charges et j'ai mon bénéfice. Et en fait, c'est ce bénéfice-là que je vais déclarer aux impôts et qui va servir à déterminer l'impôt sur le revenu que je vais payer. D'accord ? Donc, mathématiquement, plus j'ai un bénéfice petit, moins je paye d'impôts. Donc déjà, une première chose à faire quand on est libéral, c'est d'essayer d'augmenter ses charges. Alors, comment tu augmentes tes charges ? Tu peux recruter une collaboratrice de plus, mais une salariée de plus, mais il faut que ça ait un intérêt pour ton exercice. Ça reste une dépense. Ouais, ça reste exactement, ça reste une dépense. Mais tu peux par exemple refaire la décoration de ton cabinet tous les 5 ans, de faire des investissements pour limiter ton revenu et pour payer le moins d'impôts. Après, là, il y a des schémas fiscaux, des schémas de société, des exercices en société quand on est libéral. Je pense notamment à ce qu'on appelle une CELAR, la Société d'exercice libéral à risque limité, qui est, en gros, on n'exerce pas en tant que docteur Antoine Cateloin, mais CELAR du docteur Antoine Cateloin, c'est une société qui récupère tous les honoraires et qui me verse un revenu, etc. On est dans un schéma un peu compliqué. Après, on peut mettre en place ce qu'on appelle une holding au-dessus, une SPFPL, où on fait remonter de l'argent. Enfin, voilà. Et là, on est vraiment dans des schémas extrêmement pointus qui nécessitent de faire bosser les avocats fiscalistes, de voir l'intérêt, etc. Le but du montage, c'est de faire une sorte de bouclier à ne pas trop être au devant de l'imposition. C'est pas tant un bouclier contre l'impôt, parce que c'est une vision un petit peu négative, je trouve. C'est plutôt de se dire, voilà, moi je suis dans un exercice, j'ai la chance d'avoir des revenus conséquents, intéressants, prenons l'adjectif qu'on veut, mais je veux utiliser ça pour pouvoir faire des investissements dans de l'immobilier, dans d'autres choses, créer des choses. Et donc, je veux avoir le meilleur conseil pour payer un impôt juste, mais aussi avoir une capacité d'investissement dans plein d'autres trucs. Voilà. Là, il faut vraiment faire appel à un comptable, éventuellement un avocat fiscaliste, mais l'avantage du comptable, c'est que quand vous allez le voir, ses conseils sont gratuits. Un avocat, on dit souvent que quand il lève le stylo, le compteur tourne et qu'il faut payer à la fin. Donc après, je ne veux pas me mettre les avocats fiscalistes à dos, évidemment. Ils ont des conseils extrêmement pertinents, mais voilà, ça dépend où on est dans la démarche. Et donc, pour revenir à ce que je disais juste avant, la petite opération entre j'ai mon chiffre d'affaires, je fais moins mes charges et j'obtiens égal mon bénéfice, la problématique centrale, c'est de dire comment je calcule mes charges. Voilà. Et là, aujourd'hui, en France, il y a plusieurs régimes différents. Plusieurs régimes différents en fonction aussi de notre statut. Alors, je vais essayer de schématiser. On reprend la genèse de « je suis externe, interne, etc. » Je suis interne, j'ai obtenu ma licence de remplat, je fais des remplats libéraux. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui fait un remplat ? C'est quelqu'un qui cotise à l'URSSAF, qui a un numéro de SIRET, qui va donc payer des charges sur les revenus qu'il engrange de ses remplacements. D'accord ? Une fois qu'il a engrangé ses revenus de remplat, qu'il a payé ses charges, il lui reste un revenu qui vient s'additionner à son revenu d'interne. Donc, ça fait grossir son assiette d'impôt, mais c'est pas grave. Il y a 3 façons aujourd'hui, quand on est interne, il y a 3 régimes fiscaux auxquels on peut prétendre. Alors, c'est vrai que ça serait plus facile si c'était visuel avec des éléments, mais je te passerai des documents. On mettra des infographies. Voilà. Le premier régime, qu'on appelle le RSPM, j'en ai parlé tout à l'heure très rapidement, c'est le régime simplifié des professions médicales. C'est un régime qui a été créé en janvier 2020, qui ne peut être mis en place que par un étudiant, donc interne, un salarié ou un retraité. Quelqu'un qui sort de l'internat de médecine G en 6e semestre, qui veut faire des remplats, ne peut pas prétendre à ce régime-là.
c'est hyper important. C'est un régime qui a été mis en place pour faciliter les démarches administratives pour des gens qui vont faire des remplats en plus d'une autre activité. Tu vas sur le site de l'URSSAF, tu tapes RSPM, tu t'inscris en 2 minutes, tu déclares les honoraires rétrocédés que tu as touchés et ça te dit directement ce que tu vas payer comme charge. C'est un mode de calcul extrêmement simplifié. Pour pas avoir une espèce de retour de bâton 6 mois ou 12 mois après. Exactement. On te dit, en gros, tu as 2 forfaits, 158 € ou 631 €, parce que ça te crée une couverture si tu es malade en plus, si tu veux, tu choisis. Et après, tu payes 13,5% de charge globale sur tout ce que tu as encaissé. D'accord. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. OK ? Pendant 6 mois, tu n'exerces pas. Pendant 6 mois, tu déclares 0. Tu payes rien. Tu payes lorsque tu effectues un remplacement. D'accord ? Donc, c'est vraiment le régime fiscal le plus simple, mais qui n'est ouvert qu'aux étudiants internes. Alors, un étudiant aujourd'hui ne fait pas de remplat, mais si les étudiants en dentaire après en dernière année, mais bon, restons sur les internes. Salariés, par des salariés de l'hôpital qui sont PHC, qui veulent faire quelques remplats, bon bref, et les retraités. Une fois qu'on sort, donc ça c'est le premier régime applicable, il est limité à 19 000 € d'honoraires encaissés. C'est-à-dire que, bon après, c'est déjà beaucoup, 19 000 € de revenus sur un an glissant, ça fonctionne par année calendaire, du 1er janvier au 31 décembre. Après, il y a un deuxième régime qu'on appelle le micro-BNC, qui est là aussi extrêmement répandu, qui permet qui est un régime fiscal qui est ouvert aux gens entre 0 et 77 700 € de revenus de remplacement. Donc là aussi, un interne qui fait 77 000 € de remplat libéral, c'est juste impossible. Mais bon, c'est voilà. Le micro-BNC, il est ouvert à tout statut. Salarié, retraité, libéral, voilà. Celui-là, il est vraiment, en gros, c'est le premier statut. Quand on sort de l'internat de médecine G et qu'on veut faire des remplats ou de la collab, c'est le premier statut, c'est le micro-BNC. Est-ce qu'on peut dire que ce micro-BNC est dans la case des professions libérales, enfin pas libérales, mais des indépendants, pardon ? Alors, il est accessible aux indépendants libéraux qui exercent en tant que remplat. Ok. D'accord ? Un interne peut aussi souscrire ce régime s'il gagne plus de 19 000 €, puisque le RSPM, c'est 19 000 € maximum, sachant que tu as le droit de dépasser 19 000 €, de demander une dérogation 2 années de suite, mais si tu la dépasses, au bout d'un moment, tu es rebasculé sur le régime du micro-BNC. Okay. D'accord ? Et ce régime du micro-BNC, c'est toujours pareil. En fait, il fonctionne avec un système d'abattement. Il prend les honoraires que tu as encaissés en ton chiffre d'affaires, il te dit tu as 34% d'abattement. C'est-à-dire que je calcule les charges que tu vas payer que sur 66% de ce que tu gagnes. Une fois que je t'ai calculé tes charges, je regarde ton revenu final et c'est ça qui sert à déclarer les impôts que l'État, c'est ça que tu utilises, pour dire à l'État j'ai gagné tant d'argent et c'est ce qui va servir de base de calcul de ton impôt sur le revenu. Okay. Le dernier régime, qui est ce qu'on appelle la déclaration contrôlée, là c'est sans limite, c'est-à-dire que tu fais 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu es là-dessus. Bon courage pour les faire, mais bon. Et là en fait tu listes. On fait la bise ophtalmo ou je sais pas qui. Et là, tu n'as pas d'abattement, c'est-à-dire que l'État ne te dit pas « moi j'estime que vous avez 34% de charges, donc je calcule que sur le reste », c'est tu listes toutes tes charges. Le pot de crayon que j'ai acheté pour ma secrétaire, la chaise pour la salle d'attente, le congrès que je suis allé faire à Paris parce que machin, ou n'importe où, les billets d'avion, l'hôtel, etc. Tu listes. Le déj que tu fais avec ton assureur préféré, par exemple, tu listes tout ce qui est tout l'argent que tu sors qui a attrait à ton exercice professionnel. Là, on rentre dans le vrai monde de la fiscalité. Ah ben là, et c'est là où un comptable peut te donner des idées pour optimiser tes charges et donc avoir un bénéfice moins important et donc payer, entre guillemets, un petit peu moins d'impôts. Voilà. D'accord. C'est les 3 régimes. Alors, j'espère que pour les auditeurs, ça sera un petit peu clair, même si on est quand même allé très, très vite. Pour rappel, je suis interne, je fais moins de 19 000 € de remplat par an. Le régime simplifie les professions médicales sur le site de l'URSSAF, il n'y a rien de mieux, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je suis interne où j'ai terminé l'internat, je fais des remplats. Je fais moins de 77 700 € de chiffre. Je prends le régime du micro-BNC.
Et après, je m'associe dans une clinique ou autre où j'ai une activité chirurgicale, où je suis installé. Et voilà, là, c'est la déclaration contrôlée. Ok. Voilà. Sachant que c'est intéressant d'être accompagné par un comptable dès le micro-BNC et encore plus la déclaration contrôlée. Parce que encore une fois, la comptabilité, c'est un métier. C'est des gens qui font de longues études, qui sont là pour nous conseiller et pour ne pas faire d'erreur. Et je pense qu'un médecin, aujourd'hui, a autre chose à faire que de gérer ses notes de frais. Et voilà. Un vrai manque à gagner ou alors de l'argent à perdre à ne pas être carré sur ça. Je ne sais pas si c'est un manque à gagner, mais il y a de l'argent à perdre. C'est-à-dire que si on est mal conseillé, oui, on peut perdre au final beaucoup d'argent. Donc pour récapituler, on est dans un pays où on paye des impôts. Les impôts, c'est l'URSSAF qui gère ça. Et alors non. Non. L'URSSAF, c'est une partie des charges professionnelles que tu vas payer. Ok. Ça sert à quoi l'URSSAF? Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Alors déjà, l'URSSAF, c'est une société mixte privée-publique dont l'objectif est d'encaisser des cotisations. D'accord? Donc elle va voir tout le monde, les libéraux, mais aussi les salariés qui payent ce que je disais tout à l'heure, des entreprises, etc. Et en fait, c'est comme un sablier. Donc on a ces deux entonnoirs qui sont mis bout à bout. L'URSSAF va chercher les cotisations et ensuite va les redistribuer sur la caisse d'allocation familiale, sur la sécurité sociale, sur le remboursement de la dette sociale, etc. En fait, ça va chercher les cotisations chez plein de gens. Toi, tu vois juste apparaître URSSAF. Moi, je paye de l'URSSAF tous les mois. Mes associations payent de l'URSSAF tous les mois. On a nos salariés, on paye de l'URSSAF pour nos salariés. Donc, tu n'as qu'une seule ligne. Mais en fait, à l'intérieur de l'URSSAF, c'est une multitude d'organismes ou autres. Et l'URSSAF centralise les cotisations et les redistribue derrière. Okay. Ce n'est pas de l'impôt. L'impôt, c'est le fisc. Ok. Voilà, c'est le trésor public, pour être exact. Alors, y a quand même un lien, puisque quand on doit débuter une profession ou un mode d'exercice, on passe par l'URSSAF pour déclarer notre... quel terme? Fiscalité. Revenu. Alors, c'est là où le terme fiscalité englobe beaucoup de choses. En France, on dit souvent qu'on est un pays très fiscalisé parce que l'impôt sur le revenu n'est pas le seul impôt qu'on paye. L'URSSAF, ce n'est pas vraiment un impôt, ce sont des cotisations qu'on verse, des cotisations obligatoires. C'est un régime obligatoire. Pour savoir combien je vais payer d'URSSAF, je dis ce que j'ai gagné comme revenu. L'URSSAF va me dire, en fonction de son mode de calcul, eh ben vous allez payer tant. Mais mon revenu va aussi servir au Trésor public à déterminer l'impôt sur le revenu que je vais payer. D'accord ? La finalité est la même, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent qu'on redonne, soit au Trésor public, soit à l'URSSAF. Mais ce n'est pas la même chose. Ok. D'accord ? L'URSSAF, c'est un élément professionnel. C'est quelque chose que je paye, mais qui fait partie de mon activité professionnelle. Si demain, je suis au chômage, je ne paye pas d'URSSAF. Okay. L'URSSAF, c'est le fruit de ton activité professionnelle. L'impôt sur le revenu, c'est pas une charge professionnelle, c'est ce que je paye avec mon salaire. Ok. Très bien. Donc, c'est compris. C'est compris. Après, si c'est confusant, on peut en parler, mais voilà. Encore une fois, la fiscalité, c'est pas que l'impôt sur le revenu. On a de la fiscalité sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en France. Tu achètes un appartement pendant ton internat, tu le revends parce que tu vas t'installer ailleurs, tu le revends plus cher, c'est bien, c'est cool, mais sauf que l'État va te prendre une partie, ce qu'on appelle l'impôt sur les plus-values immobilières. Tu l'as acheté 100, tu le revends 130, l'État va prendre une partie sur les 30 000 de plus-value. Et c'est aussi ce qu'on appelle un impôt. C'est pas l'impôt sur le revenu. Voilà. En France, on est les rois de l'impôt, il y a de l'impôt sur plein de trucs. Donc ça nous amène, on devait parler sur cet épisode de la fiscalité et de l'administratif, on a parlé du coup de la partie URSSAF. Il y a d'autres obligations, puisqu'on est chargé d'obligations, et ça, c'est souvent très impactant pour un bon étudiant en médecine naïf de tout ça, et qui se dit, moi je vais m'installer tranquillou. On a parlé de l'URSSAF. Il y a la CARMF et l'ordre, pour ne citer que. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur la CARMF ? Bien sûr. Alors, la CARMF, caisse de retraite des médecins. Faut savoir que chaque typologie de profession médicale et paramédicale a sa caisse de retraite. Les chirurgiens dentistes, c'est ce qu'on appelle la Carchidan. Les kinés, c'est ce qu'on appelle la Carpinco. Les ostéopathes et autres, c'est la CIPAV. Voilà.
Bref, il y a en gros une caisse de retraite, voilà. Sachant que ces caisses de retraite-là concernent les gens qui exercent en libéral. La CARMF, je pense que si on met 100 médecins autour d'une table et qu'on leur demande de noter la CARMF de 1 à 10, ils vont dire, je pense que la note moyenne, ça va être 2,5. Et encore, je me dis que je suis peut-être un peu généreux. Parce qu'en fait, les médecins ne voient la CARMF que par le prisme de ce que ça leur coûte tous les mois de cotisation. Et ça peut être très, très important. Donc c'est vrai que les médecins voient la CARMF comme étant quelque chose qui leur coûte beaucoup. Après, je ne suis pas du tout un avocat de la CARMF. J'essaie juste d'être juste dans mon analyse. C'est vous bénéficiez en tant que médecin de la meilleure caisse de retraite parce que en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès, la CARMF va vous accompagner. Ce n'est pas que quelque chose qui va vous donner une petite retraite, si elle vous en donne encore, plus tard. Mais c'est aussi une caisse qui est là pour vous accompagner en cas de coup dur avec la meilleure couverture possible. La CARMF fonctionne en 3 classes. La classe A, la classe B, la classe C. Et tu es dans une classe en fonction de ton revenu, en fonction de ton bénéfice. D'accord ? Si on prend un médecin qui est en classe C, c'est-à-dire un médecin qui gagne un peu plus de 134 000 euros par an, ce qui est déjà un revenu très, très, très conséquent, si tu es malade, à partir du 4e mois, parce qu'il y a 3 mois de franchise, ce qui est assez long, d'où l'importance de mettre en place une prévoyance, et on en a parlé dans le premier épisode, à compter du 4e mois, tu vas toucher à peu près 4 500 euros par mois par la CARMF. Donc, c'est pas neutre. Alors, si tu fais 4 500 euros par mois pendant 1 an, tu arrives à peu près à 54 000 euros par an. C'est évidemment pas assez pour payer tes charges et ton revenu, mais c'est déjà néanmoins, c'est déjà quelque chose. Tu prends un pharmacien, sa caisse de retraite, c'est 0 en cas d'arrêt de travail. Tu prends un vétérinaire, la CRPV, c'est 0. Pareil. Donc, vous avez la chance. Moi, alors, souvent, quand je dis ça devant un parterre d'internes ou de chefs de clinique à qui, dans tous les stages qu'ils ont fait ou dans tous les remplats, on leur a dit « la CARMF, c'est chiant. Oui. Mais néanmoins, demain, tu es malade. Voilà. Tu décèdes. Tu as 2 enfants. Et chacun de tes enfants va toucher 13 800 euros par an jusqu'à ses 26 ans s'il poursuit ses études. C'est pas neutre. C'est plus de 1 000 euros par mois. Voilà. Ta femme va toucher 60 000 euros d'un coup en tant que capital décès. C'est pas neutre. Voilà. Donc, j'essaye encore une fois d'être juste. Ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. C'est une évidence. Mais ça sert aussi. Après, pourquoi ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent ? Parce que la principale mission de la CARMF, c'est de payer les retraites. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de médecins retraités. Donc, qui coûtent très cher en retraite. Donc, il faut alimenter. Voilà. Ok. Et donc, tu parlais de classe A, B, C. En fonction de la classe, il y a un pourcentage de prélèvement ou de... Exactement. C'est pas le même niveau de cotisation. Alors là, je parle de mémoire, mais la classe A, c'est jusqu'à 38 000 euros de revenus. La classe B, c'est de 38 à 130, je crois. Et au-delà, c'est la classe C. Et quand on touche la retraite, il n'y a rien de dégressif. Au fur et à mesure des années qui passent, la CARMF nous dit on rentre à la retraite avec telle mensualité, c'est parti. Ah, ça serait trop beau, ça. Ok. Non, mais enfin... En fait, la retraite de la CARMF, c'est une retraite par points. C'est-à-dire que quand tu vas prendre ta retraite, la CARMF va te dire « Docteur Garcia, vous avez accumulé 45 612 points durant toute votre carrière. » Là, tu vas dire « Putain, c'est cool. » Incroyable. Quel est le... Sauf que, il vaut combien ce point ? Ouais. Il vaut 1 ? Il vaut 0,1 ? Il vaut 0,01 ? Ou il vaut 10 ? Et en fait, la santé financière de la CARMF, en fonction de la santé financière de la CARMF peut décider de dévaluer le point. Ok. Voilà. Donc, tes 45 642 points que tu as eu à la fin de ta carrière... Ils vont fluctuer en valeur. Ça peut fluctuer en valeur. Ok. Voilà. C'est pas rien n'est gravé dans le marbre. Ok. Mais c'est pas que la CARMF, c'est tous les systèmes de retraite. Voilà. Ok. Et ensuite, c'est l'ordre des médecins qui nous coûte, qui est une charge. Mais là, pour le coup, on est sur des valeurs moindres. Oui.
Très, très, très nettement moindre. C'est évident. Alors, là aussi, je ne vais pas me faire l'avocat de l'ordre. Je ne vais pas me faire non plus le procureur contre l'ordre. L'ordre, c'est un... je ne vais pas dire organisme, c'est pas bien de le dire comme ça, mais c'est quelque chose qui est là pour vous accompagner et vous aider. Déjà, ça, c'est hyper important de le savoir. Je suis médecin, j'ai une question, j'appelle l'ordre, j'aurai quelqu'un qui va m'apporter une réponse. D'accord ? Peut-être pas immédiatement, peut-être au bout d'un jour, 2 jours, mais néanmoins, voilà. C'est le garde-fou de votre pratique. C'est l'histoire de votre pratique. C'est la maman de tous les médecins. Alors, c'est peut-être un peu pompeux de dire ça, peut-être un peu débile, mais néanmoins, c'est normalement quelque chose qui est là pour vous aider, vous accompagner en cas de pépin. Tu n'as jamais de problème durant ta vie professionnelle, tu diras, putain, j'ai payé l'ordre toute ma vie. Ben, c'est un peu comme ça. Mais si un jour tu en as vraiment besoin, ben, tu seras quand même content de l'avoir. Après, l'ordre, c'est aussi l'autorité de tutelle qui va délivrer les licences de remplat, qui va accepter que tu t'installes à tel endroit, ou que tu aies un cabinet secondaire à tel endroit, etc. Tu as un côté maman, j'accompagne, mais tu as aussi un côté parfois petit coup de bâton si y a ton confrère qui porte plainte à l'ordre parce qu'il estime que tu ne dois pas être là. Enfin, voilà. Donc, il a un statut assurantiel. Est-ce qu'il peut verser des choses ou non. C'est juste un juge ? Pour moi, c'est uniquement un juge. Ok. Il n'a pas de il n'y a pas d'assurance que te propose l'ordre. Enfin, l'assurance t'indemnise pas si tu es malade ou autre. Non. C'est une autorité de tutelle qui est là pour régir la vie des praticiens, les règles de vie des praticiens, et voilà. Ok. Et là, il n'y a pas de calcul en fonction du revenu du médecin. Ok. C'est exerçant libéral, tu t'inscris au tableau à l'ordre, tu payes ta cotisation. Okay. Alors, en début de carrière, c'est des cotisations faibles, puisque l'idée est de payer peu au début pour vous accompagner dans une montée en compétences et une montée en revenus. Et voilà. Ok. Face à tout ce dont on vient de parler, la fiscalité, l'administratif, la médicale nous accompagne en quoi ? À quel moment ? Est-ce que vous n'êtes pas forcément sur ce mood-là ? Alors, on est complètement sur ce mood-là. Vous êtes complètement. Je prends l'exemple, demain, il y a le forum des jeunes médecins généralistes à Bordeaux. Là, on va passer la journée. C'est dédié aux internes de 6e semestre. Et on va passer toute la journée à leur présenter. Donc, évidemment, la partie assurantielle nécessaire quand on fait des remplats de la collab où on s'installe, ça reste notre cœur de métier. Mais aussi de parler des régimes fiscaux dont on a parlé tout à l'heure, de parler, si tu veux faire un remplat, la première chose à faire, c'est que tu t'inscris à l'URSSAF. D'abord, tu demandes ta licence de remplacement. Ensuite, tu fais ton contrat de remplat en 3 exemplaires, blablabla. Ensuite, tu vas t'inscrire à l'ordre. Il faut que tu ailles pour avoir un comptable. Si tu veux acheter ton cabinet ou autre. Du conseil, quoi. Alors, nous, on vend des contrats d'assurance. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est rémunéré sur ce qu'on sait faire, sur de l'assurance. On est capable de conseiller en assurance. Évidemment, c'est le cœur de mon métier, mais le conseil ne s'arrête pas là. Et quand je reçois 2 internes d'ophtalmo qui ont envie de s'installer quelque part, comme j'ai fait il y a 1 an, et qu'on parle pendant 2-3 heures de plein de choses, est-ce que je me mets en SCI, est-ce que je prends telle banque, c'est 2-3 heures de conseil gratuit. C'est-à-dire que je ne peux pas facturer des honoraires de conseil. Je ne suis pas un avocat. D'accord ? Non, mais c'est important parce que on se demande toujours quand on parle avec un professionnel de l'assurance ou de la comptabilité, est-ce qu'il va y avoir soit une facture, soit un produit proposé derrière. C'est du conseil pur ou vous avez des produits à proposer sur cette thématique ? Alors, nous, à la médicale, j'aime à dire qu'on est un assureur généraliste, dans le sens où on peut proposer des produits d'assurance pour la quasi-totalité des problématiques qu'on rencontre dans une vie, mais dédié à une niche qui est les praticiens de santé. Donc, de jeunes ophtalmos qui s'installent, qui veulent acheter leur cabinet, je leur dis, dans ce cas-là, il faut que vous l'achetiez en SCI, Société Civile Immobilière, que la Société Civile de Moyens, la SCM que vous allez créer pour votre exercice en commun, sera locataire de votre SCI. Et effectivement, moi, je peux assurer les deux. Maintenant, on a fait le prêt à la banque et puis la banque nous a obligés de prendre le contrat d'assurance chez eux et tout. Eh bien, c'est pas grave. La première problématique que je souhaite, c'est qu'elles comprennent pourquoi il faut qu'elles assurent les deux. Et si c'est chez un tel, c'est pas un souci. Okay. Je suis en capacité de répondre à toutes les problématiques assurantielles.
Maintenant, tous mes clients n'ont pas forcément tous la totalité de leurs assurances chez moi. Mmh. Il y en a beaucoup et je les en remercie évidemment. Enfin, quand je dis moi, c'est mes associés et moi, c'est notre agence. Mais voilà, on ne voit, mes associés et moi, notre métier que par le prisme du conseil. Moi, encore une fois, je me considère pas comme un vendeur d'assurance, même si au final, quelque part, je le suis. Mais moi, j'aime accompagner mes clients. Depuis 14 ans que je suis ici, depuis 13 ans que je suis ici à Bordeaux, j'ai installé plein d'internes avec qui j'ai fait des soirées. Il y en a, c'est devenu des super potes. Et j'aime l'idée de me dire que quand ils prendront leur retraite, je serai invité parce que je leur aurai apporté du bon conseil pendant toute leur carrière. Et voilà. Okay. C'est comme ça que je vois mon métier et c'est comme ça que fonctionne la médicale. Ok. Formidable. On parlait à la fin du premier épisode, peut-être qu'on en fera un épisode dédié sur les plans d'épargne retraite, etc. Là, vous proposez aussi des choses ? On propose des choses. Alors, dans le monde de l'assurance, il y a 3 blocs. Ce qu'on appelle l'assurance IARD, incendie, accident, risque, dommage, etc. Donc ça, c'est ma voiture, ma maison, mon cabinet, ma clinique de radiologie avec mon IRM, mon scan, mes 12 tables et tout. Bon, bref, d'accord. L'assurance de personne, ma mutuelle, ma prévoyance et l'assurance vie. Plan d'épargne retraite, assurance vie. Et la RCP, c'est plutôt dans le premier bloc. Mais voilà, En gros, on fait tout. Voilà. Mais c'est vrai qu'on distingue ces familles d'assurance. Alors, j'aime pas distinguer parce que j'aime bien dire qu'on fait tout très bien. Quand on distingue, on peut commencer à se dire il est peut-être pas très bon là. Non. Voilà. C'est juste que dans le monde de l'assurance, il y a des assureurs qui font que de l'assurance de personnes, ils font que de la prévoyance et de la mutuelle, ils font pas d'RCP, ils assurent pas ton cabinet. Il y en a d'autres qui font que de l'assurance de locaux, de voitures, de maisons, et il y en a d'autres qui font que de l'assurance vie. Nous, on sait faire les 3. Okay. Il y a évidemment des disparités, mais je trouve qu'on fait plutôt très bien les 3. Antoine Catelin, merci beaucoup parce que c'est un vrai problème pour nous de ne pas y voir clair et surtout d'avoir cette discussion assez libre. J'ai dit quelques bananes, c'était des fois volontaire, des fois absolument pas, mais au moins une discussion libre pour montrer qu'il y a des explications au tout, qu'il faut gratter un petit peu pour comprendre que tout est un petit peu justifié et que il faudra payer, mais il y a aussi des méthodes et des moyens pour réduire un peu nos impôts, augmenter notre assurance et notre garantie à être bien soigné. Et donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Les épisodes, vous allez pouvoir les écouter en plusieurs parties, peut-être si c'est trop lourd. Évidemment, il y a beaucoup d'acronymes, beaucoup de termes. Mais le but, c'était d'être très, très complet, de survoler et de voir l'ensemble des domaines qu'on ne voit pas trop ailleurs. Donc, merci d'être arrivé jusqu'ici et à bientôt. Merci Antoine. À bientôt. Merci à toi. À bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci beaucoup. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.